C'est-à-dire s'il a des dettes, donc il est condamné à être esclave de ses créances. C'est-à-dire les créances, c'est la personne à qui quelqu'un doit de l'argent. Ce terme fut conservé jusqu'à l'époque moderne, puisque être addicté consistait à être condamné à payer ses dettes, soit par le, donc c'est par le travail à son créancier, suite à une ordonnance d'un tribunal. Voilà dans le droit romain. Les psychiatres se sont emparés de ce terme par la suite pour désigner la toxicomanie, la dépendance aux produits, jusqu'au concept élargi au comportement pathologique. Et dans le DSM-5, on parle de troubles de l'usage. Voilà l'historique des addictions. Maintenant, on va voir les critères diagnostiques des addictions. Donc, les critères diagnostiques des addictions ont été établis par, Goodman, donc c'est un psychiatre américain. Donc, il a donné des critères de l'addiction. Donc, le premier critère, c'est une impossibilité donc, de résister à l'impulsion de passage à l'acte. Donc, une impossibilité de résister donc, à cette impulsion de passage à l'acte. Une sensation, donc il va y avoir une sensation croissante de tension précédant immédiatement donc, le début du comportement, c'est-à-dire le début de crise, un soulagement ou du plaisir durant la période. Donc, quand il va faire ce comportement, il va se sentir ce soulagement et ce plaisir. Donc, il y aura une perte de contrôle dès le début de la crise. Donc, il y a la présence d'au moins 3 des 7 critères suivants qui définissent la dépendance. Donc, vous avez l'existence d'un syndrome de sévrage à l'arrêt du comportement. Donc, c'est quoi le sévrage? Le sévrage, c'est l'apparition des symptômes physiques à la brutale de la consommation de drogue. Vous avez une tentative répétée donc pour réduire, de contrôler ou abandonner ce comportement. Donc, il va essayer donc, de tenter de réduire ou de contrôler ou d'abandonner ce comportement. Il y aura un temps important à consacrer à préparer les épisodes et à les entreprendre ou on s'en remettre. Et vous avez une diminution du temps passé avec les autres. Voilà donc les critères de diagnostic pour définir les addictions. La poursuite de ce comportement, malgré l'existence de problèmes séculaires, il peut avoir des problèmes psychologiques ou des problèmes de santé, mais continuer à commettre ce comportement. Vous avez la tolérance marquée, c'est-à-dire le besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir les effets du désir. C'est ça ce qu'on appelle la tolérance. Le sujet va tenter d'augmenter les doses ou la fréquence pour obtenir les effets du début. Voilà les critères d'addiction de Goldman. Maintenant, on va voir quels sont les critères d'AB ou de dépendance selon la classification DSM-4, la classification des troubles mentaux de l'association américaine de psychiatrie. Quels sont les critères d'abus selon le DSM-4? Vous avez le premier critère, le mode d'utilisation inadéquate d'une substance qui va conduire à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisée par l'absence d'au moins, c'est-à-dire une des manifestations suivantes. Donc, si vous avez au moins une des manifestations suivantes, on peut dire qu'il s'agit d'un abus. Vous avez l'utilisation répétée d'une substance, conduisant à l'incapacité donc de remplir des obligations majeures au travail, quelque part exercé, à l'école avec des absences répétées, ou à la maison, par exemple,
absence répétée ou mauvaise performance au travail du fait de l'utilisation de la substance, l'absence ou l'exclusion temporaire ou définitive de l'école, négligence des enfants ou des cépages mélangés. Voilà le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'utilisation répétée d'une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. Par exemple, lors de la conduite d'une voiture, ou bien en faisant fonctionner une machine alors qu'on est sous l'influence d'une substance. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, donc, il va avoir des problèmes judiciaires répétés liés à l'utilisation de cette substance. Par exemple, arrestation pour comportement anormal avec l'utilisation de la substance. Le quatrième critère, l'utilisation de la substance malgré les problèmes interpersonnels ou sociaux. Donc, il va utiliser la substance, donc, qui va, par exemple, il peut y avoir des disputes avec le conjoint à propos des conséquences de l'intoxication, il peut y avoir des bagarres répétées. Voilà les critères d'abus d'une substance ou d'une autre substance psychotrope. Maintenant, on va voir quels sont les critères de dépendance selon le DSM, classification du DSM. La dépendance est un mode d'utilisation inapproprié d'une substance. On va entraîner une altération, une détresse ou un dysfonctionnement uniquement significatif, comme en témoignent 3 ou plus des manifestations suivantes. Si vous avez au moins 3 ou plus des manifestations suivantes, on peut parler de dépendance. À n'importe quel moment sur une période de 12 mois. La première, c'est la tolérance. C'est quoi la tolérance? Elle est déterminée par l'une ou l'autre des manifestations suivantes. Un besoin de quantité nettement majorée de la substance pour obtenir donc l'effet désiré, ou bien un effet nettement diminué en cas d'usage continu de la même substance, de la même quantité de substance. Le deuxième critère, vous avez comme en témoigne d'une ou de l'autre manifestation suivante. Le A, c'est le syndrome de sévrage, caractéristique de la substance. Donc, si vous allez arrêter brutalement la consommation, il va y avoir l'apparition du syndrome de sévrage. Donc, s'il y a syndrome de sévrage, le sujet est, donc ça confirme qu'il est dépendant. La même substance, ou une substance apparente, est prise dans le but de soulager ou d'éviter le symptôme de sévrage, c'est-à-dire le sujet va consommer cette substance si pour soulager ou pour éviter le symptôme de sévrage. Vous avez le troisième critère, substance souvent prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long que ce que la personne avait envisagé. Soit elle augmente la quantité, soit une consommation régulière de substances. Voilà les critères de dépendance. Le quatrième critère, le désir persistant pour effort effectué pour réduire ou contrôler les utilisations de la substance. Donc, il va utiliser tout un effort, il va faire un effort pour réduire ou contrôler, d'essayer de contrôler l'utilisation de cette substance. Il y aura un temps considérablement à passer à faire le nécessaire pour se procurer la substance, de la consommer ou récupérer de ses effets. Donc, il va passer tout son temps à chercher à procurer cette substance. Vous avez d'importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs sont abandonnées. Donc, il va abandonner les activités sociales, occupationnelles et de loisirs ou en raison de l'utilisation de cette substance. Le septième critère, la poursuite de l'utilisation de la substance malgré la connaissance qu'elle va engendrer des problèmes physiques ou psychologiques persistants et récurrents de cette substance. Voilà le septième critère. Dans le DSM-5, les troubles de l'utilisation dans le DSM-5 sont les critères combinés de l'abus, parce qu'il y a la classification DSM-4, vous avez la classification américaine DSM-5. Donc, il faut
associés sont les critères combinés de l'abus et de la dépendance. À deux exceptions, vous avez un seul critère qui va disparaître dans le DSM-5, c'est les conséquences judiciaires de l'usage de substances. On ne va pas trouver ce critère dans le DSM-5. Il y a un critère essentiel, c'est le craving. C'est quoi le craving? C'est l'envie irrépressible du produit et de réaliser le comportement. Donc, donc le craving à cause. C'est le craving qui va causer, malgré il y aura toujours une prise en charge médico-psychologique, mais quand le sujet a ce craving, il risque de rejeter. Donc, tout le travail va se centrer sur le craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible du produit et de réaliser le comportement. Maintenant, on va voir les effets des drogues sur le cerveau. Donc, il y a ce qu'on appelle le circuit de récompense et la libération de la dopamine au niveau du noyau accumbens qui joue un rôle important. Donc, le réseau de connexion relais du groupe de neurones, vous avez nerf tegmental ventral où sont racines la sensation du plaisir produit par la substance psychoactive, et vous avez le deuxième groupe de neurones sur le noyau accumbens où il y aura la libération de la dopamine. Comme vous savez, la récompense, c'est une sensation qui est positive, une sensation de plaisir que tout le monde ressent de manière naturelle et quand il s'agit de manière bénéfique pour lui. Donc les drogues vont utiliser le même circuit. Donc ils vont utiliser le même circuit de récompense, provoquant une sensation de plaisir, mais c'est une sensation de plaisir qui est temporaire. Donc il s'agit d'une fausse récompense qui n'est pas bénéfique pour l'individu. Et donc, avec le temps, on va détruire l'équilibre de ce circuit. Plus donc, la récompense est importante, plus l'organisme s'en souvient. Et plus il va rechercher à répéter cette activité en question. Voilà l'effet des drogues sur le cerveau. Donc, les deux éléments essentiels, vous avez le circuit de récompense et vous avez la dopamine qui est libérée dans le noyau accumbens. Maintenant, on va voir quels sont les facteurs de vulnérabilité. Les facteurs de vulnérabilité, ça ne veut pas dire que si le sujet présente des facteurs de vulnérabilité, il va devenir addict au consommateur. Donc, il est important de savoir que la plupart des personnes à risque ne deviennent ni consommateurs ni toxicomans. Un individu dans la situation présente davantage de facteurs de risque, donc il n'éprouvera pas nécessairement de problème de drogue. Quels sont ces facteurs de vulnérabilité? Vous avez les facteurs soi-même, donc qui appartiennent à la personne. Vous avez un comportement antisocial. Vous avez un faible estime de soi. Si le sujet présente un comportement impulsif, hostile ou agressif, donc il est cible de violence, s'il a des problèmes de santé mentale ou une consommation de drogue en bas âge. Donc c'est des facteurs de risque. Donc s'il présente ces facteurs, donc probablement on peut, mais ce n'est pas tous les jours, mais il peut développer donc une addiction. Les amis, appartenance par exemple à un gang, une mauvaise fréquentation. Il a des amis qui ont des problèmes de drogue, des amis qui ont une attitude favorable aux drogue. Voilà. Donc, le deuxième facteur, la famille. Si on va trouver par exemple des antécédents familiaux en matière de drogue ou d'alcool, un mauvais traitement au sein de la famille, des violences familiales, s'il a un environnement familial chaotique,
Donc, si la démission parentale, par exemple, insuffisance de la surveillance ou de la supervision parentale, ou bien des maladies mentales chez les parents. Donc, voilà quelques facteurs de vulnérabilité au sein de la famille. À l'école, par exemple, refus de reprendre part aux activités scolaires, une attitude qui est négative par rapport à l'école, un rendement scolaire insuffisant, des difficultés d'apprentissage et des absences répétées, c'est-à-dire l'école du sommeil. Donc, voilà quelques facteurs de vulnérabilité concernant l'école, la scolarité. L'environnement, par exemple, dans l'environnement, il y a la disponibilité et la consommation de l'ordre dans le voisinage, c'est-à-dire dans le quartier, par exemple, la pauvreté, l'absence d'activité sociale organisée à l'intention des gens. Voilà. Il n'y a pas d'activité sportive, il n'y a pas de, par exemple, le chômage, etc. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation, les stages. Tout ça peut entraîner une dépendance chez les gens. Quelles sont maintenant, on va voir quelles sont les complications. Qu'est-ce qui peut entraîner la consommation de drogue? Eh bien, il peut y avoir un risque d'intoxication aiguë, l'overdose, par détresse respiratoire, un risque de complications infectieuses telles que l'HIV, l'hépatite B et l'hépatite C, surtout aussi les injecteurs, les consommateurs supplémentaires sur l'héroïne ou de la cocaïne par voie injectable. Vous avez des complications générales telles que l'altération de l'état général, l'amaigrissement, etc. Et surtout, il peut y avoir des complications psychiatriques telles que le syndrome déficit et le psychose. Que vous avez remarqué, dans la plupart, notamment des urgences psychiatriques, donc on reçoit des patients qui sont sous l'effet de drogue, qui peuvent développer donc des psychoses aiguës, dans un état dépressif avec des tentatives de suicide. On a des complications sociales telles que l'isolement, les fréquentations des milieux marginaux tels que la délinquance et le banditisme, le manque de fréquentation, et vous avez les conséquences judiciaires, c'est-à-dire quand le ministère privé donc, pénalise l'usage ou la possession de psychotropes classés comme illicites, donc il va exposer donc, le sujet à des sanctions pénales allant jusqu'à l'obligation de soins, c'est-à-dire l'obligation de soins, c'est-à-dire c'est l'injonction thérapeutique. Par exemple, si on arrête quelqu'un, si la police va arrêter quelqu'un en possession, par exemple, de drogue, donc s'il s'agit d'un consommateur, donc le juge peut l'envoyer dans un centre de désintoxication pour les soins. Ou bien c'est l'emprisonnement. Voilà les complications, tout ce qui est complications somatiques, complications psychiatriques. Vous avez les complications sociales et les complications judiciaires. Maintenant, la prise en charge. Donc, comme vous savez, donc, la prise en charge des sujets addicts, elle n'est pas facile. Donc, la prise en charge est multidisciplinaire. Donc, c'est une prise en charge médico-psychosociale. Donc, c'est la collaboration d'une équipe de soins composée de médecins généralistes, d'addictologues, psychiatres et de travailleurs sociaux. Donc, on va utiliser donc le volet médicamenteux, c'est-à-dire on va traiter le patient symptomatiquement en utilisant des neuroleptiques, par exemple en cas d'agitation, en cas de trouble comportement, et en cas de confusion, par exemple en cas de l'apparition de psychose, on peut utiliser des neuroleptiques, soit les neuroleptiques sédatives, soit les neuroleptiques tels que l'imaginaire, soit les neuroleptiques ainsi tels que l'alcool, ou bien des antipsychotiques tels que de la nouvelle génération, tels que le risperidone, l'olanzapine, etc. On utilise donc des anxiolytiques tels que les benzodiazépines, tels que l'exomil, les anxia, les etc. Les antidépresseurs en cas de dépression,
et les anticonvulsivants et autres. Donc, les traitements sont antalgiques, tels que les antispasmodiques et les antalgiques. Voilà le volet médical. Donc, pour les gens qui ont fait le stage au service de désintoxication, donc, on a une unité méthadone, c'est-à-dire on utilise de la méthadone. C'est quoi la méthadone? C'est un produit de substitution qui est utilisé chez les sujets dépendants aux opiacés. Pour le volet psychothérapeutique, il y aura des séances de psychothérapie de soutien, de la thérapie cognitive comportementale et de la thérapie familiale. Parce que la prise en charge des sujets avec nécessite un accompagnement sur tous les plans, médical, psychologique, social et éducatif. Et vous avez l'accompagnement sur le plan social de la réinsertion sociale. Et je vous remercie.